Bonjour et merci de votre présence. Euh, je suis très content que vous soyez effectivement présent sur un sujet qui, a priori, n'est pas des plus sexy qui soient, puisqu'il s'intitule Contre l'URSSAF, je reste zen. Hein, bon. Alors, c'est moi qui vais animer effectivement ce webinaire. Je ferai 45 minutes d'intervention en gros, et ensuite vous aurez le temps de me poser un certain nombre de questions, tout au moins les questions les plus importantes que vous souhaitez, parce que je ne pourrai pas malheureusement répondre à toutes les questions, mais on essaiera malgré tout de faire le point assez rapidement. D'abord, comme c'est un sujet qui n'est pas très sexy, c'est un sujet qui est assez compliqué finalement, on va commencer par un peu de poésie finalement, hein. On va commencer par un peu de poésie et on va commencer par, j'allais presque dire, une petite fable de La Fontaine. Je crois que tout le monde connaît la fable de La Fontaine, le cocher, le chat et le souriceau. Alors si vous ne connaissez pas, en gros, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'un grand coq, d'un gros coq finalement, d'un chat et d'une petite souris. Et puis une petite souris qui voit ces deux animaux qui trouve que le chat est un être merveilleux, velouté, gentil, etc. Par contre, le cocher, ce gros coq qui fait des gestes à n'en plus finir, qui effraie le souriceau, et sa mère lui fait une leçon en lui disant finalement, celui qui est le plus compliqué pour toi, ce n'est pas effectivement le grand coq, parce que le grand coq, il n'est pas dangereux, c'est plutôt le chat. Il a beau être velouté, n'est-ce pas? Et ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Alors, j'ai écrit un petit poème, je vais vous le livrer comment dirais-je, tel quel. Un entrepreneur tout jeune et qui n'avait rien vu fut presque pris au dépourvu. D'aventure, il n'en avait connu de pareil. Voici comme il la conta à son conseil. Un beau matin de mai, je reçus de l'URSSAF une missive m'informant qu'elle allait en mon entreprise une vérification des cotisations et contributions menées. Avis des plus aimables. Il était précisé que lors de ce contrôle, je pourrais échanger avec l'inspecteur qui aussi des conseils me donnerait. Des inquiétudes, il n'y en avait point. L'aimable courrier me laissa fort serein. Le jour indiqué, je reçus l'inspecteur qui me sembla si doux. Il était velouté comme nous, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le croyais fort sympathisant avec notre race, car il avait des oreilles et figure aux nôtres pareilles. Aussi, quel fut mon étonnement de voir du contrôle le dénouement. De dialogue, il n'y en eut pas ou très peu, et j'ai reçu une autre missive d'eux exigeant que je leur donne moult écus. Quant à ma bonne foi, ils n'en avaient cure. Mon ami, dit le conseil, ce Doucet est un inspecteur, qui sous sa feinte douceur, contre tout est apparenté d'un malin vouloir est porté. Et tu sais désormais que c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine. Voilà, c'est, j'allais presque dire, un peu une répétition du cocher de chat et le souriceau sous une autre appellation qui est l'inspecteur et le contrôlé. Mais je voulais, si vous voulez, en premier geste d'humour, commencer par là. Et puis, je voulais faire également un autre humour, si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il faut se battre lors d'un contrôle URSSAF. Je crois que vous avez tous été marqués par cette chanson de France Gall en 1981, que je trouve très belle. Résiste, prouve que tu existes, bats-toi, signe et persiste, résiste. Il ne faut jamais se laisser faire, que ce soit vis-à-vis de l'administration sociale, des administrations sociales, de la fiscalité, etc., etc. Et c'est un petit peu ce que nous allons voir. Quelques chiffres quand même qui sont importants pour planter le décor, tout simplement. Il y a en France 22 URSSAF régionales. Hein. Moi, j'ai connu l'époque, vu mon grand âge, où il y en avait 105, maintenant il y en a 22, on a regroupé les URSSAF, plus les 4 CGSS dans les départements d'outre-mer, une CCSS en Lozère. Hein. Ce sont des organismes privés, ce sont des organismes compliqués. Il ne faut pas, si vous voulez, faire un parallèle par rapport
j'allais pas dire à la fiscalité. En matière fiscale, c'est très simple, puisque vous avez une pyramide, hein, c'est-à-dire que vous avez des fonctionnaires du sommet à la base. En matière sociale, c'est un peu plus compliqué. En matière d'URSSAF, c'est un peu plus compliqué, puisque ce sont des rectangles qui se superposent. On a une architecture qui est née, tout simplement, suite à la Deuxième Guerre mondiale, en gros en 1946, et ce sont donc des organismes privés avec un président, un directeur, des membres du conseil d'administration qui sont tout simplement des représentants des syndicats, que ce soit les syndicats employeurs ou les syndicats salariés. Hein. En matière d'URSSAF, les syndicats d'employeurs ont un peu plus de poids. Ce sont des organismes privés qui assurent la gestion d'un service public et qui sont gérés par un conseil d'administration, hein, et qui sont donc théoriquement indépendants. Hein, on verra que c'est pas aussi simple que cela, hein, mais vous avez un conseil d'administration tout simplement composé de représentants tout simplement des syndicats professionnels. Elles n'ont pas à produire leur statut pour démontrer leur existence juridique. Il y a eu beaucoup de litiges en la matière, et là je vais passer très vite parce qu'on n'en aurait pas fini. Les règles du Code de la consommation ne sont pas applicables au régime de sécurité sociale français. Les règles des marchés publics ne sont pas davantage applicables. Les dispositions de l'article R243-59 du Code de la Sécu, qui sont les dispositions phares en matière de contrôle URSSAF, ne sont en rien contraires aux dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a eu beaucoup de litiges en la matière, hein, bon, et l'affaire a été aujourd'hui complètement réglée, pliée. Il n'y a plus de contentieux, effectivement, à faire à ce niveau-là. Quelques statistiques. Le général de Gaulle, qui était un militaire, un cabotin, aimait dire que les statistiques, c'est comme la mini-jupe, ça cache l'essentiel et ça donne des idées. Alors, on va se donner quelques idées malgré tout en la matière, puisqu'en France, si on veut être crédible, il faut citer des statistiques. D'abord, le budget des URSSAF, c'est 528,3 milliards d'euros. Je cite les chiffres de 2020, je n'ai pas les chiffres de 2021, mais qui paraîtront d'ici peu de temps, en juillet. En juillet, on aura les statistiques en la matière, perçues auprès de 10 millions de cotisants, notamment des entreprises. Et les URSSAF, on aura l'occasion de le voir, sont des organismes qui marchent bien et qui captent de plus en plus de missions. Par exemple, tout ce qui concerne les travailleurs indépendants, vous savez, le RSI, c'est aujourd'hui les URSSAF, tout ce qui concerne les VRP multicartes, ce sont les URSSAF également, tout ce qui concerne les artistes-auteurs, ce sont les URSSAF, tout ce qui concerne les fonds de formation, ce sont les URSSAF également. Ce sont des organismes qui se gèrent correctement, et si vous lisez d'ailleurs les rapports de la Cour des comptes, on vous dit à chaque fois, et la Cour des comptes fait le parallèle par rapport à la fiscalité, autant en matière fiscale, vous avez une grande lourdeur administrative, etc. Vous avez l'impression que les personnes n'ont pas tellement les moyens. En matière d'URSSAF, on leur donne des missions, il y a les moyens, il y a la performance, il y a les chiffres. Là, c'est clair. Hein. Vous avez 70 000 actions qui ont été menées en 2020. Il y a paradoxalement de moins en moins d'actions et de plus en plus de chiffres, de beaux résultats, entre guillemets, parce que les actions sont de plus en plus ciblées, avec plus de 50% des cotisations déclarées qui ont été vérifiées ces 4 dernières années. Il y a eu en 1986 d'ailleurs une circulaire qui avait été faite du temps de Chirac qui disait que l'URSSAF devait contrôler dans le cadre de la prescription. Autant on pourrait au conditionnel concevoir que des entreprises ne soient jamais contrôlées au plan fiscal, ce qui pourrait arriver, par exemple, dans des zones comme la région parisienne, autant en matière d'URSSAF, ce serait très compliqué. Tout simplement parce que le but, c'est que systématiquement, les entreprises soient contrôlées. 70% des contrôles aboutissent à une régularisation, ce qui est absolument un chiffre énorme. Et d'ailleurs, pour les PME, on arrive à des chiffres supérieurs. On arrive à des chiffres qui entre les 70 et les 90%. Il est rare, effectivement, pour une entreprise qui est contrôlée de sortir indemne d'un contrôle d'URSSAF. Ça, il faut quand même le savoir, tout simplement. La moitié des redressements concernent le travail dissimulé. Un travail dissimulé est un gros dada aujourd'hui pour les URSSAF, sachant que je ne vais pas ici, si vous voulez m'amuser, à vous parler trop du travail dissimulé parce que là, on n'en a pas fini, mais le travail dissimulé, la définition est très large du travail dissimulé. Par exemple, le fait de payer des heures supplémentaires en prime exceptionnelle,
ce que l'on voit malheureusement fréquemment dans les toutes petites entreprises qui n'ont pas envie de s'embêter, eh bien, c'est du travail dissimulé. Voilà un très bel exemple, n'est-ce pas? Bon. Et donc, effectivement, l'État demande et leur savent d'avoir des chiffres. Alors, il est évident que vous avez une définition qui est excessivement large du travail dissimulé, hein, ce qui permet d'avoir des résultats absolument énormes. Hein, et puis, vous avez une violence dans le cadre de la procédure qui est énorme également. Et plus de la moitié des redressements concernent le travail dissimulé. Il y a 6500 recours qui ont été traités par les commissions de recours amiables. Les commissions de recours amiables, c'est la première étape du contentieux en matière de sécurité sociale, du contentieux général en matière de sécurité sociale. Hein, c'est la première étape. La commission de recours amiable, dans l'occasion de le voir, ce n'était pas une juridiction, c'est une émanation du conseil d'administration de chaque organisme de sécurité sociale. Bon, ce qui n'est pas d'ailleurs énorme, ce qui n'est pas fabuleux. On pourrait s'attendre à des chiffres bien supérieurs à cela. C'est peut-être un petit peu la mentalité mais des Français, c'est-à-dire on râle mais on fait rien, tout simplement. Bon, c'est environ entre 15 et 20% du montant des redressements, avec des organismes, encore une fois, qui sont performants. Et j'y insiste parce que c'est quand même important, parce que, si vous voulez, on peut se poser la question de la performance de ces organismes-là. Aujourd'hui, vous savez que le credo de la part des organismes publics et de la part des ministères, c'est de dire on ne peut plus augmenter les cotisations. Hein, là, on atteint des plafonds. En revanche, effectivement, il n'est pas interdit de redresser avec toutes les conséquences, bien évidemment, que cela comporte. Ensuite, tout simplement, quelques constats. Le constat, c'est que le contrôle est souvent mal ressenti par les entreprises. Et là, c'est moi qui vous le dis, je suis professionnel, je suis avocat, si vous voulez, c'est souvent mal ressenti par les entreprises. Les entreprises, paradoxalement, si vous voulez, moi je le vois, si vous voulez. Vous avez des entreprises qui ressentent parfois même plus mal un contrôle URSSAF qu'un contrôle de sécurité sociale, qu'un contrôle fiscal qu'un contrôle URSSAF. Hein. Et ce qui vous est dit à chaque fois, c'est toujours le même credo, c'est de dire on discute plus avec l'inspecteur du fisc qu'avec l'inspecteur de l'URSSAF. C'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Bien. L'URSSAF en profite régulièrement pour prendre plus de pouvoir que les textes lui en donnent. Bon, c'est un petit peu comme les enfants, finalement. Hein. Les enfants, vous leur donnez un peu de liberté, ils en prennent encore plus. Je vais vous citer de beaux exemples. Par exemple, l'emport de documents. Que de fois, je vois les URSSAF qui emportent des documents lors d'un contrôle pour terminer tout simplement le contrôle dans les locaux de l'URSSAF. L'emport de documents est quand même très, très ciblé, très calibré. Les clés USB, c'est-à-dire on vient dans l'entreprise, on met la clé dans l'ordinateur, on fait du copier-coller, ensuite on termine le contrôle à la maison. La demande de documents par mail, ne me dites pas effectivement que vous n'avez jamais eu de demande de contrôle par mail lors d'un contrôle URSSAF. Je suis toujours un peu sceptique dès lors qu'il s'agit effectivement d'un contrôle sur place. La définition d'un contrôle sur place, c'est qu'il est par définition sur place. Ça me paraît totalement évident. Ah, bon. Et donc, effectivement, le fait de demander des pièces par mail, on est plutôt dans le cadre du contrôle sur pièce que dans le cadre du contrôle sur place. Ça me paraît évident. Et puis enfin, l'URSSAF se bat jusqu'au bout. Il est très difficile avec les URSSAF, je le dis tout à fait clairement, et ça, c'est l'expérience, effectivement, de 40 ans de contentieux URSSAF. Il est très difficile d'aboutir à des transactions. La transaction existe dans les textes, comme en matière fiscale, mais on transige beaucoup plus avec l'administration fiscale, l'administration douanière qu'avec l'URSSAF. L'URSSAF ne veut pas trop transiger. Alors pourquoi ? D'abord, je pense que le fisc est beaucoup plus pragmatique que les URSSAF, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et puis, deuxièmement, l'URSSAF se retranche toujours derrière le fait que les dispositions applicables dans le Code de la sécurité sociale, et ce qui d'ailleurs n'est pas totalement faux, ce sont des dispositions d'ordre public auxquelles on ne peut pas déroger, même par accord entre les parties. Donc, ce qui fait que ça pose effectivement un certain nombre de difficultés. Deux ou trois choses à savoir dans les relations avec l'URSSAF avant un contrôle. D'abord, les difficultés d'opposer à l'URSSAF la doctrine de l'administration. C'est toujours vrai ce que je dis, mais ça l'est finalement de moins en moins avec l'apparition d'un document qui est très bien fait, que je vous conseille, dont je vous conseille d'ailleurs d'user et d'abuser, et qui s'appelle tout simplement le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, qui est le correspondant du BOFIP en matière fiscale. Et vous le trouvez, d'ailleurs, ce BOSS, vous le trouvez à l'adresse internet boss.gouv.fr. Donc, quand vous avez des questions à vous poser, et les derniers documents
sont été effectivement tout ce qui concerne les, comment dirais-je, les prestations complémentaires, tout ce qui est également le versement transport. Tout cela se trouve dans le BOSS. Alors, le BOSS n'est pas complètement complet, puisque si ma mémoire est encore bonne, le BOSS a fait son apparition le 1er avril 2021, donc il est mis à jour régulièrement et il s'enrichit régulièrement, mais j'allais presque dire c'est un document important. Alors attention, le BOSS est opposable aux URSSAF. C'est-à-dire que si l'URSSAF vous dit le contraire, vous pourrez toujours effectivement lui opposer le bulletin officiel de la sécurité sociale. En revanche, ce n'est pas opposable au juge. S'il y a des problèmes et que l'affaire va en justice, moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps dans un dossier où la personne, effectivement, de l'URSSAF parlait toujours du BOSS, le président l'a arrêté un moment en disant, moi, le BOSS, ok, mais j'en ai pas grand-chose à faire du BOSS, puisque, effectivement, moi, je suis tenu uniquement par les décrets, n'est-ce pas, par les lois, mais certainement pas par la doctrine de l'administration. Ça me semble totalement évident. Enfin, ça vaut quand même le coup de se poser la question, surtout qu'il y a des domaines en plus que l'on attend. Regardez, par exemple, tout ce qui concerne les prestations versées par les CSE, on attend effectivement de savoir ce que le BOSS va dire, parce que jusqu'à présent, on a effectivement un certain nombre de directives, n'est-ce pas, qui nous sont données par l'ACOS, ce qu'on n'appelle plus aujourd'hui l'ACOS, qu'on appelle l'URSSAF caisse nationale, mais qui ne sont pas d'ailleurs opposables aux URSSAF. Donc on attend effectivement ce qui va être dit par le BOSS. La possibilité d'interroger les URSSAF sur des pratiques d'entreprise, alors c'est peut-être ce que les entreprises ne font pas assez, et peut-être à tort d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la procédure de rescrit. La procédure de rescrit, c'est une procédure qui n'est pas uniquement française, qui n'est pas, j'allais presque dire uniquement, qui est prévue tout simplement de très longue date, puisque déjà les Romains avaient inscrit tout simplement sur la table de leur loi, avaient inscrit la notion qui est la notion de rescrit. C'est quoi la rescrit? C'est le fait de pouvoir interroger l'administration au sens large, c'est-à-dire l'URSSAF, dès l'instant où vous avez une question à poser. On a tous des questions que l'on se pose, et même parfois des questions qui ont des répercussions importantes, qui peuvent effectivement concerner parfois des centaines de collaborateurs. Ça vaut le coup effectivement d'avoir une réponse claire plutôt que d'attendre de se faire contrôler, de se faire redresser par l'URSSAF. Donc il vaut mieux effectivement poser la question. Et cette question s'appelle le rescrit. C'est quoi le rescrit? C'est le fait de poser la question à l'organisme, tout simplement, qui a un délai. Alors, la procédure est assez lourde, je le sais, mais on questionne tout simplement l'URSSAF qui a un délai de 3 mois pour répondre. Le fait que l'URSSAF ne réponde pas dans le délai de 3 mois équivaut à une acceptation tacite de la pratique qui a été décrite, à condition que la pratique soit clairement décrite, qu'elle soit décrite de bonne foi, tout simplement, ça équivaut à une acceptation. Donc, tant mieux, vous êtes protégé sur l'avenir et vous avez une réponse. Vous savez, moi, je vis ici à un endroit où je vous parle pas loin de la Belgique, et c'est assez rigolo de voir finalement qu'on a 2 mentalités complètement différentes. Dans les pays comme la Belgique, et plus encore dans les pays de l'Europe du Nord, dès l'instant où on a une question à poser, on la pose sans problème à son administration. En France, on a peur. Parce qu'en France, on se dit que si on pose la question, ils vont débarquer le 6 juin 44, qui vont atterrir sur les plages de Normandie. C'est pas toujours le cas. Loin s'en faut, très loin s'en faut. Ce sont pas les mêmes services, ce sont pas les mêmes secteurs. Donc ça ne veut pas dire pour autant parce que vous questionnez qu'ils vont débarquer. Les difficultés de poser à une URSSAF les pratiques d'une autre URSSAF. Les URSSAF, je vous l'ai dit, j'ai commencé par là, ce sont des organismes indépendants. Et puisque ce sont des organismes indépendants, ce qui va être dit par une URSSAF, effectivement, ne sera pas opposable tout simplement à une autre URSSAF. Ça me semble évident. Il y a 22 URSSAF, 22 pratiques. L'impossibilité de transposer les règles fiscales au droit de la sécurité sociale, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont empreintes tout simplement de fiscalité. Tous ces réflexes fiscaux, va falloir un peu les oublier. Le droit fiscal, c'est un droit qui déroge tout simplement aux autres droits. Là, effectivement, ce sont les règles du code de procédure civile. Et puis, effectivement, le contentieux est un contentieux civil également. Et puis, enfin, la plupart des dispositions sont d'ordre public. Ça veut dire quoi d'ordre public? Ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger. On ne peut pas faire sa soupe dans son petit coin, n'est-ce pas, et y déroger. Ça, c'est hors de question. Le fait de pratiquer de cette manière-là amènerait immanquablement, effectivement, un redressement de la part de l'URSSAF. Les différents types de contrôles, je vais aller très vite. D'abord, il existe les contrôles sur
pièces. Vous savez que c'est un truc qui a été inventé en 2007, si ma mémoire est encore bonne. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le but, effectivement, c'est de permettre tout simplement à un contrôleur, on appelle plus ça un inspecteur pour les contrôles sur pièces, comment dirais-je, de capter les pièces et d'exercer un contrôle dans les locaux de l'entreprise. Et là, effectivement, eh bien, on envoie les pièces à un contrôleur. Donc, ça ne peut concerner que les entreprises de moins de 11 salariés. Le contrôle par échantillonnage, bien que la loi ne prévoit pas le nombre de salariés concernés, ça ne peut concerner que les grosses entreprises, le contrôle par échantillonnage. C'est quoi le contrôle par échantillonnage? Le contrôle par échantillonnage, c'est le fait effectivement de diviser la population de l'entreprise par strates, et puis effectivement de regarder, alors bien évidemment vous avez toute une procédure contradictoire à respecter, de regarder à chaque fois dans les dossiers, ensuite effectivement, j'allais presque dire d'opérer en fonction de l'échantillonnage un redressement, tout simplement en fonction de ce qui est vu, et de l'étendre tout simplement à l'ensemble de la population. C'est ce qu'on appelle le contrôle par échantillonnage. Un petit peu comme en matière électorale, puisque justement nous sommes en période électorale, parlons-en, c'est exactement ce qu'on fait en matière électorale. On prend un échantillonnage, ensuite on l'étend sur la population. Et puis le contrôle sur place, qui était le seul contrôle qui existait en gros avant 2007, aujourd'hui, la majorité des contrôles sont encore des contrôles sur place, c'est-à-dire plus de la moitié. Plus de la moitié, on en est aujourd'hui environ à 67-68% de contrôles qui sont des contrôles sur place. Et même des contrôles qui auraient pu être menés sur pièce, tout simplement, beaucoup de ces contrôles, eh bien, sont menés sur place. Parce que l'URSSAF, effectivement, j'allais presque dire, estime qu'elle va plus vite les contrôles sur place et les contrôles sur pièce, parce que les contrôles sur pièce, il faut demander les documents ne sont pas toujours envoyés en temps et en heure, etc. Donc, le contrôle sur place devient finalement plus sain que le contrôle, effectivement, sur pièce. Ce qu'il faut savoir avant, ce qu'il faut faire avant le contrôle. D'abord, connaître les risques et les amenuiser. Bon, vous êtes vous-même en entreprise, vous savez ce qu'il en est. Aller à un contrôleur SAF sans connaître les risques que l'on a, c'est un peu casse-pipe. Il faut connaître les risques que l'on a, effectivement, et essayer de les amenuiser. Ensuite, effectivement, utiliser le rescrit, ne pas hésiter à utiliser le rescrit, c'est-à-dire questionner l'URSSAF dès lors, effectivement, que vous avez un certain nombre de questionnements à vous faire, et puis connaître ses points faibles, bien évidemment. Ça me paraît totalement évident. En un mot, ne pas aller au contrôle, la bouche enfarinée, ce qui serait quand même terrible. La procédure pendant le contrôle, je vous l'ai dépeint en une slide. Comme je n'ai pas beaucoup de temps. D'abord, l'entreprise reçoit, je vais aller directement, si vous le voulez bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les entreprises de moins de 10 salariés et les entreprises de plus de 9 salariés. Donc, je vais directement aller à la slide entreprise de plus de 9 salariés. D'abord, effectivement, vous avez un avis de contrôle. Vous avez un avis de contrôle un petit peu comme en matière fiscale, où vous avez effectivement un avis de contrôle qui est envoyé, qui permet effectivement pour le cotisant de connaître ses droits. Il peut se faire assister effectivement d'une personne. Il peut se faire assister, bien évidemment, lors du contrôle. Il a accès également à la charte du cotisant. Vous savez qu'en France, on aime bien parler de notion de charte, que ce soit la charte du contribuable, la charte de l'environnement, la charte du patient hospitalisé, etc. Donc, l'adresse mail où peut-être consulter la charte doit être indiquée. Entre l'avis de contrôle et le début du contrôle, il y a un espace qui est un espace de 15 jours. L'article R243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit 15 jours. Si effectivement, alors vous avez la charte du cotisant, et cette charte du cotisant est revue en gros tous les 2 ou 3 ans, eh bien elle prévoit, 30 jours. Et comme la charte du cotisant est opposable aux URSSAF, eh bien il est évident que c'est la notion de 30 jours, effectivement, qui prime sur celle de 15 jours. Bien. Ensuite, l'avis de contrôle prévoit la liste des documents que va devoir produire effectivement le cotisant. Le but pour les URSSAF, c'est que tous les documents soient prêts. Donc, il y a finalement une double utilité à cet avis de contrôle. Une utilité, bien évidemment, pour le cotisant qui, j'allais presque dire, est informé de ses droits, mais une utilité également pour l'URSSAF qui va voir tous les documents préparés. Donc, ça lui permettra d'aller plus vite effectivement, dans le cadre du contrôle.
Ensuite, vous avez un début de contrôle et puis vous avez le déroulement du contrôle. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les déroulements du contrôle, quoique on pourrait y passer des journées à parler quand même de ce déroulement du contrôle. Le principe, qui est un principe cardinal en droit, c'est le respect de la procédure contradictoire. Ça, c'est quelque chose d'absolument énorme, fabuleux même, un petit peu comme en matière fiscale. Vous avez les mêmes principes qu'en matière de fiscalité. C'est pour cela, effectivement, que l'emport de documents de pièces originales ne peut être fait qu'avec l'accord du cotisant. Ça paraît aller de soi. De même, effectivement, les problèmes de la clé USB, je n'interdis pas, effectivement, que l'URSSAF, pendant le contrôle au sein de l'entreprise, puisse utiliser une clé USB. Le problème se pose éventuellement lorsque l'URSSAF emporte une clé USB dans les locaux de l'organisme ou l'inspecteur l'emporte chez lui pour terminer le contrôle, tout simplement, c'est-à-dire en un mot pour se libérer du temps libre. Ça, j'ai tendance à dire que non, dès l'instant où c'est un contrôle sur place, c'est un contrôle sur place. De même se pose la question, ce que je vois à tout contrôle, qui a tendance un peu à m'énerver, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est tout le problème de la demande de pièces par mail. Je vois de plus en plus de contrôles, le contrôle dure peu de temps. Le contrôle, si on regarde, il dure parfois une demi-journée. Et le reste du temps, on vous demande des pièces par mail. Et on fait un contrôle qui est un contrôle à distance. Bon, en matière de fiscalité, c'est une chose qui n'est pas permise au titre, effectivement, de la procédure contradictoire. Il y a deux choses dans le cadre de la procédure contradictoire. Il y a le dialogue qui est inhérent, effectivement, au contrôle. Encore faut-il que l'inspecteur soit là et qu'il puisse effectivement dialoguer. Et il y a les échanges et ensuite il y a les échanges contradictoires que nous verrons lorsque effectivement la lettre d'observation est envoyée. Là, vous avez des échanges écrits. Mais ça, ce sont deux choses complètement différentes. Bien. Ensuite, effectivement, lorsque le contrôle est terminé, eh bien, il y a l'envoi de la lettre d'observation. Pour certains d'entre vous, vous avez reçu tout simplement une lettre d'observation. La lettre d'observation qui est motivée, bien évidemment, qui est obligatoirement motivée, qui doit permettre aux cotisants de comprendre effectivement ce qui lui est reproché. Donc, en règle générale, c'est un document assez long où effectivement sont exposés les points de droit, les éléments de droit, la nature de ce qui est reproché. À chaque effectivement élément redressé, il y a un chiffre qui apparaît avec un récapitulatif total effectivement à la fin. Bien. Et puis est indiqué à la fin des observations, et ça c'est le dernier truc, que la personne a un délai qui est un délai de 30 jours pour répondre, qui est un délai de 30 jours pour répondre, que ce délai de 30 jours peut être de nouveau remis effectivement de 30 jours, peut-être de nouveau remis de 30 jours, et c'est pour ça que j'ai indiqué prolongation possible, à condition de le demander, et si l'URSSAF effectivement ne s'y oppose pas, si elle s'y opposait, il faudrait indiquer effectivement les raisons. Sachez quand même que cette règle-là n'est pas applicable en matière de travail dissimulé, et que pour répondre, eh bien, elle peut se faire assister effectivement par un assistant, par un conseil, effectivement, pour apporter les réponses souhaitées. Bien. L'URSSAF doit formuler une réponse. Ça, c'est obligatoire. Il est même indiqué, si vous regardez les dispositions de l'article R243-59, que dès lors que est apportée une observation j'allais presque dire, au redressement qui est effectué par l'URSSAF, eh bien, cette dernière doit répondre de manière motivée. C'est-à-dire l'URSSAF doit répondre à l'ensemble des arguments qui ont été notés tout simplement dans la lettre de réponse aux observations. L'URSSAF a-t-elle un délai? Non, l'URSSAF n'a pas de délai. Bon, ce n'est pas son intérêt pour elle de faire traîner le dossier, donc il n'y a pas de délai qui est prévu en la matière. Sachant que, attention, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que l'URSSAF ne serait pas fondée à envoyer la mise en demeure, qui est quand même le document cardinal en matière de redressement URSSAF, tant que justement, elle n'a pas répondu aux observations. Donc, j'allais presque dire que l'URSSAF doit quand même mettre un point d'honneur à répondre de manière rapide, tout simplement, aux observations de la part du cotisant. Bien. Donc, c'est une procédure qui est une procédure, voyez-vous,
qui se rapproche un petit peu de la fiscalité, pour ceux qui ont des réflexes fiscalistes. Je me suis permis de dire tout à l'heure qu'on n'était pas dans le cadre d'une procédure fiscale, mais parfois ça y ressemble. Par exemple, le fait de pouvoir demander un nouveau délai de 30 jours, c'est quelque chose qui existe en matière fiscale. Donc on retrouve effectivement les mêmes réflexes qu'en matière de fiscalité. Après le contrôle, que se passe-t-il? Que se passe-t-il après le contrôle? Après le contrôle, tout simplement, ce qu'il faut faire après le contrôle, difficile de croire, et c'est ce que j'ai indiqué, que l'on peut s'arranger l'URSSAF ou dialoguer ou transiger. Non, non, on n'est pas comme en matière fiscale. Hein, ce qui frappe le plus, effectivement, et je vous le disais, ce qui frappe le plus les personnes de la différence d'un contrôle fiscal et d'un contrôle URSSAF, elles vous disent toutes, c'est qu'en matière fiscale, on discute, en matière de sécurité sociale, on ne discute pas. Ou on discute en tout cas beaucoup moins. Hein, on n'a pas, et en général, en matière fiscale, on discute. D'abord, on demande un rendez-vous, on l'a, très difficile en matière d'URSSAF, là où il n'y a pas des rendez-vous face-to-face, comme diraient les Anglais, ce serait compliqué. La transaction, je vous l'ai dit, n'existe pas, la notion de transaction n'existe pas non plus. Autant en matière fiscale, elle existe, autant en matière de sécurité sociale, elle n'existe pas, non, elle n'existe pas, donc ce qui est très compliqué. Donc le fait de dire, quand on a un contrôle URSSAF, de dire c'est pas grave, on va s'arranger avec l'URSSAF, à ma connaissance, c'est un vœu pieux et c'est un vœu qui ne se réalisera pas. On va être direct, l'URSSAF ira jusqu'au bout, elle se battra. Je ne formule pas une critique à ce niveau-là, elle a le droit de se battre, évidemment, comme vous avez le droit de vous battre également, je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Inutile de croire que parce que l'URSSAF n'a rien dit sur une pratique lors d'un précédent contrôle, qu'elle ne pourra plus redresser. C'est ce qu'on appelle la décision implicite d'accord. Et très souvent, on est tenté de le dire en disant l'URSSAF qui vient, attendez monsieur, je ne comprends pas ce que vous me dites, puisque vos collègues étaient venus auparavant, et puis vos collègues, effectivement, n'avaient strictement rien dit. Je ne sais pas pourquoi, effectivement, aujourd'hui, vous me redressez. Compliqué en matière, effectivement, de sécurité sociale pour une raison, effectivement, qui est très, très simple, c'est que la décision implicite d'accord, en gros, ne joue que si vous arrivez à prouver que l'URSSAF a vu et n'a rien dit en toute connaissance de cause. Alors, qu'elle n'a rien dit, ça, c'est excessivement facile à apporter comme preuve. Mais que l'URSSAF a vu, c'est très compliqué. D'où l'intérêt, et ça je vous le demande, lorsqu'un contrôle URSSAF est terminé, de bien regarder si tout est complet. Parce que quand vous terminez un contrôle URSSAF, vous préparez le futur contrôle URSSAF. D'où l'utilité d'avoir sur la feuille d'observation, sur le document d'observation, la liste des documents consultés qui est complet. Si la liste des documents consultés n'est pas complète ou si elle est trop générale, vous ne retirez rien de ce document ou vous ne retirerez rien, en tout cas concernant la décision implicite d'accord. Et puis il faut prouver également que l'URSSAF n'a rien dit en toute connaissance de cause. Ça veut dire quoi en toute connaissance de cause? C'est-à-dire que l'URSSAF ne nous a pas fait une fleur, mais qu'elle était consciente effectivement du problème, comment dirais-je, qu'elle était consciente du problème, mais qu'elle n'a pas redressé en toute connaissance de cause. Ensuite, inutile de demander un rendez-vous avec l'URSSAF, ce que je vous ai dit, vous ne l'aurez pas, bien que le CRPA, effectivement, le Code des relations du public avec l'administration le permette. Si vous l'avez, en général, il ne vous servira à rien. Mais quand vous demandez un rendez-vous, vous ne l'avez pas. La procédure contradictoire, observation, réponse du cotisant, réponse de l'URSSAF, mise en demeure, saisie de la commission de recours amiable. Excusez-moi, je vais direct, mais je suis obligé, effectivement, de le dire, effectivement, de manière très claire, parce que j'ai affaire à des entreprises devant moi, ne sert pas à grand-chose. Mais on va dire, pourquoi ça ne sert pas à grand-chose? On va être direct. D'abord, quand effectivement vous répondez aux observations de la part de l'URSSAF, vous répondez à qui? Vous répondez au même inspecteur, tout simplement, qui a pris la décision, et donc qui ne changera pas d'avis. Ça me semble totalement évident. On n'est pas comme en matière fiscale. En matière fiscale, vous avez ce qu'on appelle l'interlocuteur départemental. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec l'inspecteur, vous pouvez effectivement demander à ce qu'une autre personne intervienne, qui joue un petit peu le rôle de tiers, de médiateur, de tout ce que vous voulez, ce qui n'existe pas en matière URSSAF. Donc, si vous voulez, on marine dans le même jus.
Ah bon. Et puis la commission de cour amiable, on aura l'occasion de revoir la commission de cour amiable. J'ai toujours tendance à dire, je ne pense pas avoir tort, encore une fois, quasiment 40 ans d'expérience en la matière, que c'est l'URSSAF qui se réunit avec elle-même. Hein, parce que, tout simplement, c'est qui ce sont effectivement des représentants du conseil d'administration qui siègent dans les commissions de cour amiable. Ce n'est pas une juridiction, sauf effectivement que ces personnes-là, et ce n'est pas moi qui le dis, c'était Pigaglio, directeur de l'URSSAF de Lyon, qui le disait très clairement. Il disait ces personnes-là n'ont ni le temps ni les compétences pour pouvoir statuer sur les dossiers. Donc, en règle générale, effectivement, ces personnes-là s'en remettent à la vie de l'URSSAF purement et simplement. Donc, en général, on n'en tire pas grand-chose. Et c'est ce que j'indique toujours aux clients, d'ailleurs, en leur disant, attendez, il y a une procédure contradictoire à respecter, est-ce que ça vous servira à quelque chose? Non. Dans beaucoup de situations, non. Hein, dans 9 dixièmes des cas, non. Dites-vous que dans 90% des cas, l'URSSAF a raison. Oui, je suis peut-être un peu provocateur, effectivement, à ce niveau-là. L'URSSAF, si vous voulez, sur le fond, ils sont bons. Ils sont bons. Attendez, les inspecteurs de l'URSSAF, attendez, ça ne sert à rien, je ne vais pas nier leur qualité. Ils font des écoles, effectivement, avec des thèmes sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale, où ils sont en général excellents. Ils sont moins bons dans le cadre de la procédure, parce que, tout simplement, vous avez une division des tâches en matière d'URSSAF, vous avez effectivement comment dirais-je, un espèce de staccadovisme, des divisions des tâches qui font que la personne qui s'occupe de redresser ne s'occupe pas effectivement d'aller devant la commission de cour amiable, c'est pas l'audiencier qui ira devant le tribunal, etc., etc. C'est pas comme en matière fiscale où le type qui a redressé, l'inspecteur qui a redressé, il va suivre votre dossier jusqu'au bout. On n'en est absolument pas là en matière de sécurité sociale. Faut-il pour autant céder? Non. Attendez, je n'aurais pas écrit un bouquin, effectivement, qui s'intitule « Contre l'URSSAF, subir ou agir ». Depuis 40 ans, je ne ferais pas de l'URSSAF si je vous disais que c'était complètement perdu. Non, 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 certainement pas. Mais c'est ce que j'indique après, c'est plus dans le cadre de la procédure, dans le cadre de la forme. Et je n'invente rien. Allez regarder les décisions qui sont prises par la Cour de cassation. Allez regarder les arrêts de la Cour de cassation. Allez regarder rien que ceux qui ont été rendus récemment, ceux du 2 juin 2022. Vous verrez effectivement que ce sont des dossiers de procédure. Aujourd'hui, je le remarque devant les tribunaux, devant les cours d'appel, la plupart des contentieux qui sont menés sont des contentieux relatifs aux procédures, au non-suivi de la procédure par l'URSSAF, beaucoup plus que sur le fond, tout simplement, où en règle générale, il n'y a pas grand-chose à dire ou peu de choses à dire, effectivement, à la matière. Et c'est ce que j'indique à la fin, un contentieux URSSAF se gagne plus sur la forme que sur le fond. Bien. Quelques exemples. Parce que vous allez être avide d'exemples et voir quelques exemples de trucs, effectivement, qu'on pourrait faire sauter. Par exemple, la mise en demeure doit inviter l'employeur à régulariser sa situation dans le mois. C'est pas moi qui le dis, c'est le Code de la sécurité sociale. Eh bien, par le simple fait que sur les mises en demeure, eh bien, il ait été oublié la notion de le mois, qui doit être inscrit dans le cadre de la mise en demeure, hein. Dès lors que ce document ne mentionne pas cette précision, conformément aux exigences du texte, la mise en demeure doit être annulée. Bon, j'ai fait annuler, mais j'en tire aucune gloire parce qu'effectivement, il y a eu de la jurisprudence là-dessus et que effectivement, c'était clair à ce niveau-là. Le simple fait qu'il manquait ces deux mots, c'était la nullité, tout simplement, de la mise en demeure avec toutes les conséquences que cela comporte. Le redressement fondé sur des renseignements recueillis auprès de tiers sans autorisation expresse du cotisant est nul. Lorsqu'un contrôle est mené dans une entreprise, il est mené vis-à-vis d'une entreprise. Hein. Et les renseignements qui sont obtenus auprès de l'inspection du travail, les renseignements qui sont obtenus auprès effectivement d'autres personnes de l'entreprise, sans que l'employeur n'ait été mis, je n'allais pas ce dire, au courant, et sans que l'employeur n'ait été lui-même interrogé, c'est niette. L'emport de documents, la demande de documents par mail, clé USB, etc., etc. L'absence d'indication de certaines mentions dans le cadre de l'avis de contrôle ou de la lettre d'observation. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais tout cela, ce serait la nullité. Hein. Réponse non complète de l'inspecteur au courrier, mais du cotisant. Moi j'ai des dossiers où j'ai mis un certain nombre d'arguments dans le cas de la réponse aux observations. Il y avait par exemple 10 arguments que j'ai mis, et l'inspecteur me répond glorieusement à 6 arguments sur 10. La réponse, elle est non.
Hein. La durée du contrôle pour les entreprises de moins de 10 salariés, où c'est limité à 3 mois, éventuellement, qui peut être prolongé de 3 mois. Et il y en a d'autres. Je vous cite un certain nombre d'exemples. Donc, il y a plein de possibilités, tout simplement, quand même si effectivement je me plains que le contrôleur SAF ne soit pas plus formaliste et qu'on n'atteigne pas les possibilités que l'on a en matière de fiscalité, la procédure, c'est la première, et c'est pas moi qui le disais, c'était le juriste consul Yering, autrichien, mais qui le disait, c'est le premier respect de la liberté, mais la procédure. Hein, bon, voilà quelques arguments, effectivement, qui permettent de faire sauter un contrôleur SAF, et ça vaut le coup quand même d'être dit. Quelle attitude adopter? D'abord, voir si des éléments de fond peuvent être défendus. Si ils peuvent être défendus, aucun problème. Définir une stratégie au plus vite et prendre la mesure de la contestation dès le départ, dès la réponse aux observations. Un dossier se prépare dès la réponse aux observations. Je vois trop de dossiers, effectivement, que j'hérite devant les tribunaux, mais ceci étant, la réponse aux observations a été mal faite. La saisie de la commission de cour amiable a été mal faite et on traîne ces dossiers-là jusqu'à la Cour de cassation. C'est quand même relativement embêtant. Respecter la procédure de contestation, même si en général, elle ne sert pas beaucoup. En revanche, elle peut alimenter un dossier en vice de procédure. Bon. Ensuite, payer et contester. Attention que si vous ne payez pas en matière de retard, un redressement, si vous ne le payez pas, les majorations de retard continuent de courir. Elles continuent de courir et devant la commission de cour amiable et effectivement devant les tribunaux. Donc ça peut coûter très cher. Alors faut-il demander un sursis à poursuite? Oui, pourquoi pas? Ou bien tout simplement faire votre propre sursis à poursuite comme je le fais dans certains dossiers, tout simplement. C'est-à-dire effectivement que vous ne demandez rien, aussitôt que vous avez du disponible, vous le versez à l'URSSAF. Ah, bien. Et puis se dire que l'URSSAF ira jusqu'au bout. C'est évident que l'URSSAF ira jusqu'au bout. Dans le cadre de ce dossier, elle ne se contentera pas effectivement de demandes de rendez-vous, elle se contentera pas non plus d'arguments qui sont des arguments généraux. Hein. Elle ira jusqu'au bout dans le cadre de ce contentieux. Ça, il faut le savoir, il faut effectivement l'intégrer. La première étape, c'est la commission de cour amiable. Lorsque un cotisant reçoit la mise en demeure, c'est tout simplement la première étape, c'est la commission de cour amiable. La commission de cour amiable, finalement, elle est très importante puisque c'est elle qui est à l'origine de toutes les prescriptions. La prescription, on les connaît, c'est la prescription en matière de cotisation, 3 ans plus l'année en cours, la prescription en matière de recouvrement, 3 ans. Hein, bon. Et puis c'est à partir de la mise en demeure qui pourtant n'est qu'une simple invitation du débiteur à payer une somme. Je ne fais que vous annoncer le fameux arrêt de Père Nursaf du Var qui date de 1992, hein, mais c'est à partir de la mise en demeure bien, que toutes vos possibilités apparaissent. C'est-à-dire soit vous payez contesté, soit effectivement vous demandez une réduction des majorations de retard, soit effectivement vous menez le dossier devant la commission de cour amiable, mais c'est à partir de la mise en demeure qu'il faut véritablement s'inquiéter. Hein, bon. Et la première étape suite à la mise en demeure, c'est la saisine de la commission de cour amiable, qui auparavant comportait le nom de commission de recours gracieux. Vous savez que la commission de recours amiable, finalement, j'allais presque dire, cette commission de recours amiable, c'est une émanation du conseil d'administration de chaque organisme de sécurité sociale. Ce n'est donc pas une juridiction. Elle doit être saisie dans les 2 mois, n'est-ce pas, de la mise en demeure. Je dis bien dans les 2 mois. Donc, si vous voulez, ça va quand même relativement vite. Le recours est obligatoire, même si, j'ai dit ce que je pensais de la commission de recours amiable, effectivement, hein, c'est un recours qui est obligatoire, effectivement, et la commission de recours amiable, elle est saisie au siège de l'organisme de sécurité sociale, au siège de l'URSSAF, effectivement. Vous n'avez pas besoin à ce stade de prendre d'avocat, hein, sauf que je vous demande quand même de bien formuler votre demande devant la commission de recours amiable, parce que je vois trop d'entreprises qui se font piéger, tout simplement, par une absence de saisine correcte de la commission de recours amiable. Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous enseigner effectivement par la suite. Le délai, c'est dans les 2 mois, tout simplement, et le point de départ, c'est donc la notification du document, tout simplement. Le contenu du recours, tout simplement, et c'est là où je vous demande de faire très attention. Il est évident que vous êtes lié au niveau de la commission de recours amiable par le contenu de ce que vous avez écrit.
si vous avez écrit devant la commission de cour amiable que vous saisissiez la commission pour le point 1, 2 et 3 du redressement, ça veut dire que vous ne pouvez plus contester le point 4, le point 5, le point 6, le point 8, le point 10, etc., etc. Ça veut dire que c'est terminé. Et c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez trimballer un dossier devant la Cour de cassation, et un dossier, effectivement, je vais presque dire, qui ne sera pas nécessairement bien parti. Donc c'est pour cela qu'il faut faire très attention, et je vous donne un certain nombre d'arrêts en la matière de personnes qui se sont torpillées elles-mêmes, qui ont saisi la commission de cour amiable uniquement sur 2 points, et qui se sont retrouvées en contestation de ces 2 points jusqu'au bout, alors que parfois on peut en saisir beaucoup plus. C'est pour cela que quand vous saisissez la commission de recours amiable, pour ne pas hypothéquer l'avenir, je vous demande de le faire de manière beaucoup plus large, avec des phrases du type « Je conteste l'ensemble des redressements opérés et la mise en demeure subséquente, notamment, l'adverbe notamment est primordial pour les motifs suivants. » Là, vous invoquez le point 1, le point 2, le point 3. Mais si par la suite, vous pouvez invoquer d'autres faits, vous pourrez, parce que vous ne piégez pas, vous ne fermez pas effectivement sur le point 1, le point 2, justement parce que vous avez utilisé l'adverbe notamment. Et ça, c'est quand même immensément important. Donc, soyez particulièrement vigilants en la matière. Évitez tout simplement, des phrases qui sont trop réductrices. 2 hypothèses peuvent être retenues devant la commission de cour amiable. La première, effectivement, c'est le cas du cotisant qui saisit la commission de cour amiable mais qui veut finalement aller vite, et il peut aller vite, donc il saisit la commission de cour amiable dans les 2 mois suite à la mise en demeure, et si la CRA n'a pas répondu dans les 2 mois, il peut estimer que c'est une décision implicite de rejet et ensuite saisir le tribunal. Donc 2 mois, plus encore 2 mois, puisqu'à partir du moment où il y a décision implicite de rejet, la personne a un nouveau délai de 2 mois pour saisir le tribunal. Donc ça veut dire qu'en 6 mois de temps, bien évidemment que la commission de cour amiable n'aura pas de possibilité de rendre une décision sur un délai aussi court, mais vous serez devant le tribunal. Et puis vous avez une autre possibilité, tout simplement, qui est d'attendre que la commission de recours amiable rende sa décision. Elle rendra toujours une décision. Parce que là, on est dans le cas de la prescription du recouvrement qui est la prescription de 3 ans, donc dans les 3 ans, effectivement, de la mise en demeure, eh bien, l'URSSAF doit avoir rendu une décision. Le tribunal doit avoir été saisi par la suite. Si le tribunal n'a pas été saisi, la commission de recours amiable aura valeur définitive, tout simplement. Et là, vous attendez que la commission de recours amiable rende une décision, tout simplement. Et vous la recevrez à ce moment-là par lettre recommandée carrée. C'est plutôt l'optique que je prends généralement, c'est-à-dire de laisser la commission de recours amiable statuer sur mon litige, quoi que je me fasse, je crois qu'on s'est compris, aucune illusion sur la décision qui sera rendue, mais tout au moins je la laisse trancher effectivement sur le problème, et ensuite tout simplement, si je ne suis pas d'accord avec la décision qui est rendue, ce qui a priori sera le cas, j'irai devant le tribunal, qui est le tribunal judiciaire. Auparavant, souvenez-vous, ça s'appelle le TAS, le tribunal des affaires de sécurité sociale. Maintenant, c'est le tribunal judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire, où là, on est devant un tribunal, c'est-à-dire que là, on est devant une juridiction judiciaire, avec une première étape qui est donc le tribunal judiciaire. Ensuite, tout simplement, ensuite, effectivement, ce sera la cour d'appel, et puis éventuellement la cour de cassation. Les éléments auxquels il convient de prêter attention, alors je vous l'ai indiqué en vrac, les points, les questions auxquelles il faut se poser. Le contrôle a-t-il bien débuté le jour indiqué sur l'avis de contrôle? Parce que là, il y a de la jurisprudence sur la question, et donc ça vaut le coup de se poser la question. Un mandat a-t-il été signé par le dirigeant pour que le contrôle soit réalisé en dehors de l'entreprise? C'est un contrôle sur place qui doit avoir lieu dans l'entreprise et pas ailleurs. Quel est l'interlocuteur de l'inspecteur pendant le contrôle? Ça peut être intéressant de se poser la question également. Combien de fois le contrôleur est-il venu sur le lieu de contrôle? Et oui, s'il est venu qu'une seule fois sur le lieu de contrôle, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une véritable procédure contradictoire? Le contrôleur a-t-il emporté du document? A-t-il enregistré les documents via une clé USB? S'est-il adressé directement au cabinet d'expertise comptable? C'est une petite entreprise pour obtenir des précisions, par exemple, à des salariés, à des tiers. Le contrôleur a-t-il demandé des précisions ou des pièces par mail? Je vous ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure. Combien y avait-il de salariés dans l'entreprise au moment du contrôle, équivalent de temps plein?
Eh ben oui, parce que dans le cadre des petites entreprises, un contrôle ne peut pas durer plus de 3 mois, ça nous le savons. Y a-t-il eu un entretien signé de fin de contrôle? Il doit y avoir aujourd'hui un entretien signé de fin de contrôle. La liste des documents consultés dans la lettre d'observation est-elle complète? Et puis j'ajoute effectivement, mais j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais ça n'a pas énormément d'importance, mais il faut quand même le dire, c'est que dans le cadre d'une lettre d'observation, s'il y a eu 2 inspecteurs qui sont venus, ils doivent avoir signé la lettre d'observation à 2. Hein, l'ensemble des inspecteurs doivent avoir signé la lettre d'observation. Voilà quelques questions quand même à se poser, quelques questions à se poser avant effectivement de mener éventuellement un contentieux. Pour aller plus loin et avant de passer aux éventuelles questions, eh bien, d'abord, vous avez une formation qui est organisée par GRESO. GRESO, c'est l'organisme de formation pour lequel j'interviens aujourd'hui. Hein, avec, et là, vous reverrez tout. Vous verrez non seulement, effectivement, l'ensemble des cotisations sociales, leur assiette, etc., mais même le fait de préparer un contrôleur SAF. Hein, ça, c'est quand même important. Hein, ça, vous l'avez effectivement sur le catalogue de GRESO. Vous avez éventuellement, si vous le souhaitez, également un bouquin que j'ai écrit. Alors là, je suis très gêné parce que je fais ma pub et qui s'intitule « Contrôleur SAF, subir ou agir ». Bon, vous avez compris vers où allait mon sentiment, puisque je termine par effectivement agir. C'est un bouquin qui fait le point effectivement de toute la jurisprudence en la matière et qui surtout vous donne un certain nombre de pistes et d'indications pour pouvoir attaquer. Hein, parce qu'encore une fois, si vous voulez, je crois qu'il ne faut pas être apathique devant un contrôleur SAF. Il y a des manières, il y a des possibilités de contestation et des possibilités de contestation que vous pouvez mettre en œuvre. Voilà. J'en ai terminé, tout simplement. Je vais également vous dire, parce que j'ai complètement oublié de vous le dire, que vous avez la possibilité d'utiliser le replay, hein, suite, après après la petite conférence que je vous fais ici, vous avez la possibilité d'utiliser le replay. Vous avez également le document, ce PowerPoint, ce petit PowerPoint que vous pourrez également récupérer. Ça ne pose aucun problème en la matière. Puis de toutes les manières, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours le demander à GRESO ou à moi-même. Ça ne pose aucune difficulté. Voilà. J'en ai terminé. Maintenant, s'il y a des petites questions, hein, alors là, je fais appel éventuellement à Kelly, si elle est là, s'il y a des petites questions, des synthèses de petites questions, on va faire comme SVP du temps où existaient mais les dossiers de l'écran. Hein. S'il y a des questions, n'hésitez pas, effectivement, n'hésitez pas, faites-le. Kelly est-elle là? Kelly est-elle là? Bonjour à tous. Oui, je suis là, François. Oui. Alors, une première question de Mathias qui nous demande que faire lorsque l'URSSAF demande des pièces supplémentaires. Refuser de communiquer les documents ne risque-t-il pas de pousser le contrôleur à chercher la petite bête? Alors d'abord, ça dépend comment les documents sont demandés. Attendez, d'abord, vous avez une disposition dans le cadre de l'article 243-59 du Code de la Sécurité sociale qui dit qu'un cotisant doit présenter à l'inspecteur tout document qui est utile dans le cadre de sa mission. Donc, si vous avez une liste de documents qui vous est demandée dans le cadre de la lettre d'observation, l'inspecteur peut très bien ne pas se contenter de cette liste et vous demander d'autres documents, n'est-ce pas? Est-il en droit de le faire? Oui, bien sûr, puisque effectivement, il est en droit de demander tout document qui est utile dans le cadre de sa mission. A contrario, ça veut dire que si ce n'est pas un document qui est utile dans le cadre de sa mission, par exemple, en dehors de la prescription triennale que nous avons vue, eh bien là, effectivement, vous seriez en droit, le cotisant serait en droit de refuser la diffusion de ces pièces-là. Mais autrement, il doit donner tout document qui est utile dans le cadre de sa mission. De même que l'inspecteur, je ne l'ai pas dit non plus, mais je le dis ici, peut également interroger. Il peut également interroger toute personne de l'entreprise. Il a cette possibilité-là également. Rien pour savoir si ce que dit le chef d'entreprise est vrai et dans la réalité. Voilà, Kelly. Merci François. Nous avons ensuite plusieurs questions de Nathalie qui nous demande en premier que faire s'il y a une différence entre la position du boss et celle de l'URSSAF. Alors, il faudrait préciser un petit peu la question parce que c'est assez compliqué. Moi, j'ai tendance à dire, alors attendez, ça dépend. D'abord,
le boss, si vous voulez, la position du boss est opposable aux organismes de sécurité sociale. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une disposition légale qui le dit. Bon. Maintenant, si le boss, si l'URSSAF a pris une position différente, mais qu'elle l'a pris de manière, attention, pas de manière explicite, c'est-à-dire qu'il y a eu un écrit de sa part pour le dire, d'accord? Les textes n'ont pas changé entre eux, effectivement, depuis le temps, effectivement, que cette position a été prise, à ma connaissance, alors là, il faudrait un peu creuser le problème, mais le cotisant peut s'en targuer en disant, moi, j'ai une position qui est plus favorable pour moi que celle de l'URSSAF, donc, que celle du boss, donc, je m'en targue. Hein, dès l'instant où c'est une position, je le précise, explicite, hein, très claire, c'est-à-dire qui a été notée de manière écrite. Voilà, Kelly. On dit sous la forme de l'écrit que fournit le boss. Et Nathalie nous demande sous quelle forme doit-on demander un écrit? Est-ce par mail, par courrier ou autre? Alors, le mieux, c'est le courrier, bien évidemment. Hein, bon. Maintenant, ce n'est pas interdit, bien évidemment, que ce soit fait par mail. Aujourd'hui, la plupart, effectivement, des correspondances se font par mail. Alors, à condition que la réponse soit clairement donnée, parce qu'attention, hein, alors d'abord, les questions ne sont pas toujours non plus bien posées de la part des cotisants, là, il faut faire clair également, mais il est évident que, j'allais presque dire que on voit parfois certains organismes de sécurité sociale qui se prononcent au début de manière relativement claire et qui à la fin terminent par une pirouette en disant que ça dépend de l'interprétation des tribunaux, etc., etc. Donc, j'ai tendance à dire à Nathalie que c'est au cas par cas. Hein. Ça dépend ce qui était inscrit, ça dépend ce qui était écrit, sachant que la meilleure des réponses qui puissent être données, c'est évidemment le courrier. C'est évident. Voilà, Kelly. Nous avons ensuite une question de Gaël qui nous demande si les majorations de retard complémentaires ne sont pas mentionnées dans la mise en demeure, sont-elles opposables? J'ai rarement des problèmes concernant les mises en demeure complémentaires. Alors, à ma connaissance, je vais être très direct avec vous, rien n'empêcherait l'URSSAF, si effectivement les mises en demeure, les majorations de retard complémentaires ne sont pas indiquées, de rebalancer une mise en demeure avec le montant tout simplement des majorations de retard complémentaires. On va être direct. Hein, bon. Ça ne veut pas dire pour autant, attention, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'a pas été indiqué dans une mise en demeure que l'URSSAF ne pourrait pas renvoyer une mise en demeure, tout simplement, avec uniquement les majorations de retard complémentaires. Je n'y verrai pas d'inconvénient. Voilà, Kelly. Alors ensuite, on a une question de Marina qui nous demande « Bonjour, lors d'un contrôle sur pièce, les questions envoyées directement au cabinet comptable peuvent entacher le contrôle de nullité. » Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que c'est un contrôle sur pièce que l'on peut envoyer directement, effectivement, des trucs à l'expert comptable. Je mets quand même un petit bémol à ce que je dis. C'est si, effectivement, le cotisant a mandaté, ce qui arrive parfois d'ailleurs, l'expert comptable pour répondre à toutes les questions des URSSAF. Vous avez parfois des petites entreprises, et là il s'agit d'une petite entreprise puisque c'est un contrôle sur pièce, donc c'est une TPE, qui effectivement, dans le but de ne pas effectivement, j'allais pas dire, gérer ce type de contrôle, envoie directement le contrôleur, tout simplement, auprès de l'expert comptable. Et dans ce cadre-là, il signait un mandat, tout simplement, il signait un mandat. Et à partir du moment où le mandat a été signé, le cotisant ne peut pas dire, vous ne pouvez pas vous adresser à l'expert comptable, de l'instant où il a lui-même accepté dans le cadre d'un mandat écrit. Voilà, Kelly. Merci François. Donc on a une question de Laurent, assez particulière, mais je vous la pose quand même. Il nous demande: Bonjour, l'inspecteur nous demande un complément d'information par mail avec l'intitulé Point de contrôle, en nous disant qu'il ne fera pas l'objet que d'un simple rappel. Or, dans sa lettre de rappel, il nous redresse dessus. Puis-je le lui opposer? Réponse oui.
l'URSSAF est tenu par son engagement. Alors, il faudrait voir la manière dont c'est libellé, encore une fois, si vous voulez. Mais si, comment dirais-je, l'URSSAF s'est engagé. Vous savez, c'est comme les scouts, hein, c'est comme les scouts. Hein, quand on promet une promesse, ça vaut quelque chose. Hein, bon, c'est comme avec les enfants. Quand on leur demande de promettre, ça vaut quelque chose également. Il est évident, effectivement, que si le contrôleur a dit que ça ne ferait pas l'objet d'un redressement et que finalement, effectivement, l'URSSAF redresse, là, ça me pose difficulté. Voilà, Kelly. Je n'ai plus de questions de mon côté et nous arrivons à la Très bien. fin du temps imparti, donc je pense qu'on va pouvoir conclure, François. Bon, très bien, bon, parfait. Alors, moi, j'ai eu quelques petites questions de mon côté également, chez mon côté, tout simplement. Bonjour, avec la période Covid, j'ai un contrôleur l'URSSAF notifié le 11. Alors, on notifié en, je ne sais plus, 2021, et toujours en cours et en distanciel. Je dois rencontrer un contrôleur lundi 20 juin pour boucler, donc supérieur à 3 mois. Alors, attendez, d'abord, est-ce que vous êtes une TPE? Si vous n'êtes pas une TPE, effectivement, c'est plus de 3 mois d'abord. Donc là, il n'y a pas de date butoir en la matière. Alors, la période Covid est une période, effectivement, vous le savez, mais j'ai plus les dates ici en tête, mais c'est une période où toutes les procédures de contrôle ont été tout simplement mises en stand-by, ont été suspendues, tout simplement. Alors, ce qui m'étonne, c'est que vous me dites, effectivement, enfin, la personne Myriam me dit effectivement que ça a été tout en distanciel. Alors ça m'étonne. Je reviens encore à la question, n'est-ce pas? Que c'est pu être en distanciel pendant la période Covid. Quoi, pour la période Covid, c'était même pire, puisqu'il y avait effectivement une suspension de la procédure. Donc les gens n'avaient plus le droit d'intervenir. Bon. Et depuis, effectivement, je n'allais pas ce que dire, il n'y a plus de risque de se rendre dans les entreprises. Donc le contrôle a repris sur place. Alors est-ce que c'est un contrôle sur pièce, est-ce que c'est un contrôle sur place? Je n'en sais rien. Hein, bon. Donc, mais là, effectivement, a priori, il y a problème. Effectivement, il y a problème. Bon. Vous m'entendez toujours? Allô, Kelly, vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends. Oui, très bien, très bien. Ensuite, bonjour, l'inspecteur nous demande un complément d'information par mail à les points de contrôle. Ça, je Ça, l'ai vu, c'est bon. effectivement. Oui. Hein. Et on a d'autres questions qui sont arrivées. Oui, bien sûr, allez-y. On en a une de Fatima qui nous demande, avec la mise en place des DSN, quels sont les documents demandés pour un contrôle URSSAF? Alors ça, je ne peux pas répondre parce que ce serait beaucoup trop vaste. De toutes les manières, effectivement, dans le cadre du contrôle URSSAF, dans le cadre de l'avis de contrôle, les documents qui vous seront demandés seront indiqués. Hein. Sachant que ce sont des documents, encore une fois, qui sont donnés uniquement à titre indicatif, puisque l'URSSAF peut vous demander tout document qui est utile dans le cadre de sa mission. Mais il n'y a pas, si vous ne laissez pas comme en matière fiscale, il n'y a pas de document type. L'URSSAF, dans le cadre de l'avis de contrôle, elle va effectivement vous dire les documents qu'elle veut, sachant qu'elle peut vous en demander d'autres. Et nous avons une dernière question de Simon, qui est très intéressante sur le changement, le nombre de salariés. Donc sa question précisément est: bonjour, si nous avons dépassé 11 salariés pendant un temps, puis nous sommes revenus à moins, est-ce que le contrôleur a le droit de nous imposer le forfait social? Alors, la question est intéressante. Quand je dis que c'est intéressant, ça veut dire que je n'ai pas la réponse. Il faudrait que je regarde dans les textes. Hein. Il faudrait que je regarde dans les textes. Alors, ce qui est embêtant, c'est de dire effectivement pendant un temps. Le temps, c'est combien de temps? C'est pas assez précis. Il faudrait être plus précis effectivement pour savoir comment vous avez joué au yo-yo effectivement dans ce type de choses. Hein. Bon. Ce que je propose éventuellement à Simon, c'est de compléter sa demande, de vous l'envoyer, Kelly, ou me l'envoyer directement à moi. Je ne sais pas si je peux donner mon adresse mail, je ne sais pas. Si, bien sûr. Bon, alors mon adresse mail qui est François, FRANCOIS, tiré du 6, taquet, TAQUET, @orange.fr. Vous êtes plus complet dans le cadre de votre affirmation, me dire pendant combien de temps vous avez dépassé, ensuite pendant combien de temps effectivement vous avez chuté en dessous de 11 salariés, et je pourrais vous répondre plus complètement à votre question.
Voilà Kelly. Tout est bon de mon côté, donc on peut. Très bien. Bon, Kelly, merci à vous. D'abord, merci à tous les participants. Hein. J'espère effectivement que ça ne vous a pas dégoûté effectivement du contrôle URSSAF, loin de là, je l'espère, hein, parce que c'est un contrôle qui est très vivant, c'est un contrôle où on se bat tant sur la forme que sur le fond. Alors le fond, on le sait, la forme, on le sait moins, mais c'est comme en matière fiscale, c'est les règles du jeu. Hein. Vous savez qu'un contrôle fiscal, finalement, on arrive très souvent à le faire sauter, comment dirais-je, tant sur des arguments de fond, mais il y a aussi des arguments de forme. Il faut mettre ces deux choses-là en balance. Et je pense vous avoir fait découvrir effectivement cette autre phase de la procédure, qui est effectivement le fait de le respect de la forme, qui est, comme je vous le disais, suivant cette phrase de Hering, hein, c'est le premier argument de la liberté, le fait que la procédure soit respectée. Voilà. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas, comme j'ai lâché mon adresse mail, n'hésitez pas si vous avez des questions, et j'y répondrai toujours, ça ne pose aucune difficulté. Hein, bon. Et puis voilà, et puis au besoin, on aura l'occasion de se revoir à G-Réseau ou ailleurs, hein, puisque ce webinaire est organisé par G-Réseau. Donc n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup. Bonnes vacances en tout cas, puisque c'est bientôt la période des vacances, et en tout cas le soleil est là. Donc bonnes vacances à vous, et puis bon repos. Voilà. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.